Eh bien bonjour, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir dans notre studio l'ancien grand rabbin de Paris, actuel grand rabbin du consistoire central. C'est votre titre officiel, monsieur le grand rabbin? Du consistoire de Paris. Ah, du consistoire de Paris, il ne faut pas mélanger, parce Alors, on va que pas les mélanger, grands rabbins oui, de oui. France, quand ils ne sont plus en activité, ont le titre de grand rabbin de France. Alors grand rabbin du consistoire de Paris. Mais moi, c'est de Paris. Alors, et je suis le seul à porter ce titre. Alors, bonjour, monsieur le grand rabbin Alain Goldman. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans notre studio. On profite de votre passage ici en Israël pendant ces vacances du mois d'août pour vous interroger et dans le cadre de Studio Qualita. Et c'est tout à fait un honneur pour nous de vous accueillir ici. Et naturellement, on profite, on va dire, de votre très riche expérience en matière de communauté, et puisque vous avez été pendant de longues années le grand rabbin de Paris, mais vous avez également occupé plusieurs fonctions, notamment à Bordeaux et dans d'autres villes et dans d'autres communautés, comme la communauté de Chasselouloba. Et que aujourd'hui, eh bien, d'une certaine manière, on va dire la famille Goldman, enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants sont aussi en Israël. Ouais. Ici, en Israël, parlez avec vous de ce qui a été, on va dire, vos deux amours, on va dire, en mentionnant également votre épouse regrettée, Danielle Goldman, qui est décédée il y a plusieurs années. Il y a 10 ans. Mais on va dire vos deux amours, la France et Israël. Et en particulier, et je voudrais commencer par cela, la communauté juive de France. La communauté juive de France qui, on peut dire aujourd'hui, apparaît quelque part à la croisée des chemins avec cette alia massive de plusieurs milliers, même dizaines de milliers de juifs qui sont partis au cours des dernières années, en particulier après les attentats contre Charlie Hebdo, les attentats contre Toulouse, contre l'école d'Otsar Torah à Toulouse. Cet, on va dire, exode massif d'une partie de la communauté juive de France. Et la question que je voudrais vous poser, à vous qui êtes un observateur avisé, et on va dire un sage, hein, entre guillemets ou sans guillemets, qui est capable d'analyser une situation avec un peu de recul et le recul de l'expérience et du temps, est-ce que vous avez le sentiment que la communauté juive de France est aujourd'hui dans une situation, on va dire, de déclin? C'est-à-dire qu'elle a atteint son paroxysme, probablement pendant les années où vous étiez grand rabbin de Paris, où le grand rabbin Citruc était grand rabbin de France, où on assistait à une communauté extrêmement développée, avec bien entendu de nombreuses les écoles juives qui étaient remplies, qu'il fallait attendre des années sur une liste d'attente pour espérer faire entrer les enfants dans les écoles juives, des synagogues qui étaient remplis, et des restaurants, des sites communautaires qui étaient remplis. Et aujourd'hui, peut-être, on va dire qu'on a le sentiment, quelque part, en tout cas c'est le sentiment que l'on a souvent vu d'Israël, que la communauté est en déclin. Vous avez ce sentiment, monsieur le grand rabbin? Pas tout à fait, il faut nuancer. Alors d'abord, je voudrais préciser que pour moi, je me sens pas en vacances. Du fait que j'ai... En Israël? Non, nulle part. Ah, nulle part. Parce que je suis en vacances toute l'année, oui. Du fait que je suis retraité. Mais vous êtes un retraité actif. Hein. Je continue d'avoir des activités. Je suis sollicité pour des mariages, malheureusement aussi pour des enterrements et toutes sortes d'événements. Et puis, je siège encore au consistoire de Paris, au consistoire central, également au comité central de l'Alliance, au haut comité de l'Alliance. Et au sein de la Fondation pour la mémoire de la Shoah aussi? Non. Plus, mais je suis jamais été. Par contre, je siège au comité central de l'ORT. Et ça me passionne parce que l'ORT a pris une direction qui me plaît au niveau relationnel avec les communautés. Il y a un investissement même. En tout cas, donc on peut dire que vous êtes toujours. Oui, toujours en actif. plus de ça, j'ai la lourde responsabilité que m'a confié le grand rabbin de Paris actuel, le grand rabbin Guggenheim, c'est celle de m'occuper des dîners Torah. Ce n'est pas une chose facile. J'ai une expérience que j'avais acquise de longue date, et surtout parce que j'y avais été introduit par le regretté Dayan Rebibo, qui me faisait confiance à l'époque où j'étais grand rabbin de Paris. Alors c'est vrai que quand je viens en Israël, c'est d'abord par une obligation, je dirais familiale, du fait que depuis 8 ans, je viens tous les ans régulièrement, à peu près à la même époque, pour être là à Tou B'Av, du fait que je viens soutenir mon frère qui habite Petah Tikva et qui a perdu son fils aîné. Qui était un pilote, qui était lieutenant-colonel de l'armée. Qui est tombé qui est mort en Roumanie de cet accident de 2 hélicoptères qui ont été... Non, un seul hélicoptère qui s'est fracassé contre la montagne. Voilà. Et ils étaient 6 Israéliens. Alors depuis, de toute façon, cette année, j'ai prévu de faire 6 voyages dans l'année en Israël, ce qui est pas mal. Déjà, 2 au mois de mai, 1 maintenant, et il y en a encore
2 qui sont prévus en octobre et en novembre, enfin 5 voyages. Alors, pour revenir à la communauté de France, je dois dire que quand j'étais rabbin de Bordeaux pendant 7 ans, j'ai vu l'arrivée massive de nos frères d'Afrique du Nord. Et c'était une communauté qui était vraiment en décadence. À la suite de la guerre, il y a eu beaucoup de déportations. Et il y avait toujours la tradition portugaise, ça, ils y tiennent. Et les nouveaux arrivants se sont même soumis à cette tradition. Je les ai réunis autour d'une table et ça a très bien marché. Ça continue comme ça pour toutes les fêtes, le Shabbat aussi. Tout le monde s'est adapté au moule portugais. Oui. Chacun gardant quand même en famille ses propres traditions. Et quand j'ai vu arriver ces rapatriés, 3000 venant de l'Oranie principalement, oui. J'ai vu qu'il y avait là un terreau extraordinaire. La preuve, c'est que j'ai pu atteindre le chiffre d'une centaine d'élèves au Talmud Torah en partant de 18. J'ai pu avoir un Bnei Akiba très fort. Et de ce Bnei Akiba, la moitié, qui était aussi d'une centaine de jeunes, la moitié ont fait leur aliyah. Oui. Donc j'ai contribué un peu à leur départ. Alors arrivé à Paris, bon, j'étais rabbin de Paris, de la rue Chassouloba, en même temps aumônier militaire et en même temps directeur des services éducatifs. Donc j'avais un emploi du temps chargé. Très chargé, avec mes journées bien organisées. J'avais heureusement une voiture, mais jamais de chauffeur, sauf un chauffeur militaire. Mais à part ça, je m'organisais et j'ai donc pu observer la communauté de l'intérieur, puisque très tôt, j'ai été associé aux décisions du consistoire de Paris, principalement. Maintenant, je siège encore comme membre du bureau, du conseil du consistoire central, en tant que personnalité. C'est grâce à Joël Mergui qui m'y a fait entrer et qui a confiance en moi comme j'ai confiance en lui. Alors, je répéterai un peu ce qu'il dit à propos de l'aliyah, justement. Par rapport à la communauté. À la communauté. Je pense qu'effectivement, les éléments actifs de la communauté sont ceux qui ont fait leur aliyah ou qui vont faire leur aliyah. Les familles bourgeoises, aisées, les anciennes familles françaises, s'il en reste encore quelques-unes, soutiennent plus ou moins Israël, je dois le dire. Elles soutiennent les problèmes de la mémoire. Donc ça, c'est de ce côté-là. Mais on ne peut pas faire une religion que de la mémoire, surtout bien pas. Entendu. Et bâtir ou contribuer à renforcer Israël ne vient que de certaines couches plus faibles, plus basses. Alors je ne dis pas que ce sont les pauvres qui font leur aliyah, loin de là. Ce sont des gens, tous ceux qui l'ont fait durant ces dernières 5 années. Il y a des intellectuels, il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des professeurs, il y a des gens qui avaient en France une très bonne situation et qui peut-être acceptent le risque de s'appauvrir un peu. Il y a toujours un appauvrissement quand on change de pays. Matériel, mais peut-être pas spirituel. Ah non, alors attention, je vais revenir au problème spirituel. Si ces gens-là étaient pris, et c'est là qu'il y a peut-être un manque en Israël. Il n'y a pas, je l'ai observé de longue date, il n'y a pas en Israël le système communautaire tel que nous le connaissons en France. Un système un peu centralisé. Je ne parle pas que du consistoire central ou du consistoire des régions, mais ces communautés, elles ont un rabbin, elles ne sont pas dirigées autour du Bet Knesset, mais plutôt autour de la Knesset. Quoi, on va dire. Oui, alors il y a les communautés en France, synagogue, plus centre communautaire, plus activités de jeunes, tout ce que vous voulez. Il y a mouvement de jeunes. Les EI, par exemple, actuellement, marchent très, très bien. Ouais. J'en ai des exemples, parce que je les côtoie d'assez près. Mais les gens qui sont partis, c'est vrai, dans toutes les communautés, on sent un appauvrissement. Et certaines communautés de banlieue commencent à manquer de minyan. Oui. Même le Shabbat, on se pose des problèmes. Mais est-ce que c'est dû, alors, pour les communautés de banlieue, à l'aliyah ou alors c'est il y a l'aliyah vers Israël, mais il y a aussi une aliyah intérieure. Voilà. Une intérieure, c'est l'aliyah intérieure vers laquelle nous travaillons. Alors, il ne faut pas oublier que, par exemple, en région parisienne, je prends que cet exemple, c'est celui que je connais le mieux. Eh bien, en région parisienne, vous avez toutes les communautés de l'Est parisien qui commencent à avoir des problèmes, parce que surtout, il y a le voisinage de certaines communautés non juives qui sont assez dangereuses en fréquentation parce qu'elles sont violentes. Je parle notamment du 93, tout le monde en parle.
Je ne veux pas dénigrer, mais les pauvres gens qui habitent là, il y a même des rabbins qui ont dû quitter leur fonction parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Garges, combien de fois des tuiles tombent, on leur jette sur la synagogue et encore d'autres exemples. Alors maintenant, évidemment, il y a un transfert vers l'ouest de Paris. Ce qui a amené le consistoire de Paris à envisager la construction du Centre européen du judaïsme, qui va être inauguré probablement fin de l'année, après les Chagim. Et ça, c'est une grosse affaire. Avec 5000 mètres carrés, il faut les occuper, avoir des activités. On cherche même un directeur. Je vois ça dans les annonces qui sont publiées régulièrement. Alors, c'est vrai que, par exemple, des commerces de bouche, restaurants et boucheries, il y en a plus maintenant du côté ouest qu'il y en avait autrefois. Dans le 17e en particulier. Quand vous voyez même dans le centre de Paris, je vais parfois rue des Rosiers, il n'y a presque plus rien. Ouais. Si, des habits de mode, pour une certaine mode que je ne veux pas déterminer. Et alors, donc, ça, c'est vrai qu'il y a ce problème. Alors, on voit que dans les communautés, il y a moins de fidèles. On le voit notamment au consistoire, puisqu'on évoque ce problème aussi du point de vue financier. Les recettes de cache-route baissent parce qu'il y a moins de consommateurs. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence? Non, et c'est peut-être une partie de l'explication, mais elle ne mord pas trop sur la consommation des gens fidèles au consistoire et fidèles au Bédine de Paris, qui est quand même une structure importante et qui a des raisons d'être fier, d'être reconnu pour ses qualités au niveau de la cache-route, au niveau des divorces, au niveau des conversions. Tout ça s'est fait très, très sérieusement. Alors, effectivement, le juif français ou les communautés qui viennent en Israël peuvent se sentir parfois dépassés ou désorientés. Il faudrait donc que ces communautés ou ces fidèles puissent retrouver un cadre communautaire. D'ailleurs, on est en train d'y travailler. Je sais que ça se fait parfois naturellement. En particulier à Tel Aviv, où on recrée des structures communautaires autour de synagogues qui avaient même été fermées. Oui, c'est vrai. Alors moi, je vois par exemple Ranana, il y a un coin entier où il n'y a que des Français. Oui. Vous avez Haïfa aussi, vous avez... Jérusalem, c'est un peu différent. Enfin, il y a aussi des francophones. Alors, pour moi, l'avenir n'est pas sombre. Moi, je suis optimiste de nature. C'est vrai que sur les 500 000, approximativement, des nombres, il y en a toujours eu que 200 000 qui sont réellement positifs. Les autres qui sont présents d'une manière ou d'une autre. autre. On peut même plus les appeler juifs de Kippour, ils ne connaissent rien. Il y en a beaucoup comme ça. Mais la majeure partie de ces 200 000... on compte à peu près 100 000, 120 000 le jour de Kippour, à tel ou tel moment de la journée. Alors, mais ce n'est pas ça qui va affaiblir la communauté juive de France. Je crois qu'elle continue. Les écoles ne cessent d'avoir des élèves. Alors, c'est vrai que les demandes d'inscription des élèves des écoles juives proviennent du fait que les parents ne veulent plus laisser leurs enfants dans les écoles laïques où les enfants sont maltraités. Où il y a un enfant dans une école qui a été obligé de changer d'école sur le conseil de la direction. Les enfants qui sont partis dans les familles sont partis en Israël ont été remplacés par aujourd'hui des enfants qui viennent de quartiers chauds qui ont déménagé. De ce point de vue-là, il y a donc un avenir. Je vois les écoles ont leur plein. L'école maïmonide que je connais le mieux n'arrive plus à avoir assez de place pour les élèves qui demandent, et ils construisent encore. Il y a les écoles hors Torah ou hors Sarah-Torah, il y a les écoles Lubavitch aussi, tout ça, ça marche très très bien. Alors, donc vous vous restez optimiste concernant l'avenir de la communauté juive, mais je voudrais vous poser une question. Je voudrais quand même ajouter que l'ensemble, en grande partie, l'ensemble de la communauté juive de France est quand même inquiète. Inquiète parce que l'antisémitisme, qui est vraiment perceptible maintenant, on pense qu'il n'est pas assez bien combattu, malgré les textes de loi et tout ce que vous voulez. Mais il y a des problèmes profonds liés à cet antisémitisme, tant qu'on n'aura pas mis le doigt sur les fauteurs de troubles et on ne nommera pas ceux qui les provoquent. Vous savez, j'ai observé que lors de
cérémonie de Simone Veil au Panthéon, le président de la République n'a prononcé le mot antisémitisme qu'une fois. Alors, je voudrais, monsieur le grand rabbin, vous poser une question et un peu la cibler un peu plus par rapport à la communauté. On a parlé de la communauté dans son ensemble, mais je voudrais parler, on va dire, de ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire le corps rabbinique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les rabbins, par rapport à votre génération, les rabbins qui sortent de l'école rabbinique, d'abord, il y en a suffisamment. Est-ce que ces rabbins sont adaptés à la nouvelle réalité et est-ce que leur proximité avec l'État d'Israël est la même que à votre génération lorsque vous étiez vous-même en fonction au sein du consistoire? Je ne les connais pas tous, mais la plupart. Moi, je suis, à part le grand rabbin Sirat et le rabbin Schwarzfuchs, mes professeurs, mes amis, ils sont plus âgés que moi. Mais pour le rabbinat français, je suis actuellement le doyen. Oui. Donc, je connais un peu la situation de ce point de vue-là. Et j'observe que les jeunes générations qui sont passées par des yeshivot pendant un moment de leur vie, des yeshivot haredi, n'ont pas la même approche que les rabbins d'avant, qui étaient plus sionisants, qui étaient plus portés vers Médinat Israël. Je vois, dans certains cas, dans leur communauté, ils ne font pas la tfila pour Médinat Israël. Ah oui. Ils ne font pas le Yom Ha'atzmaut. Ça pose problème. Vous dites dans des communautés consistoriales. Oui, ça va jusque-là. C'est-à-dire, on n'a pas de moyens de coercition. Alors, ça me rappelle l'histoire du Chazon Ish qui voulait pas fêter officiellement le Yom Ha'atzmaut, mais il s'arrangeait pour ne pas dire Tachanoun, d'être invité plusieurs fois dans la matinée à des Brit Milot et à être le Sandak. Alors, c'est un moyen astucieux. Mais donc ça, c'est un changement. C'est un changement que j'observe. Important, c'est-à-dire parce que ça veut dire les cadres de la communauté. Alors, il y en a beaucoup d'entre eux, quand même ceux que je dénonce de cette façon, qui envisagent quand même de s'installer un jour en Israël. Et ils n'envisagent pas de faire une longue carrière en France. Bon, évidemment, j'ai l'avantage, je suis le seul de mon espèce, on vient de me les fêter 60 ans de carrière ininterrompue en France. J'ai eu mon diplôme en 58 et on est maintenant en 2018. Est-ce que ça veut dire que peut-être la communauté, c'est-à-dire la formation des cadres rabbiniques aujourd'hui n'est pas adaptée, on va dire, est-ce qu'elle est adaptée à la communauté? Alors, elle est très bien adaptée. Je dois dire que l'actuel directeur du séminaire se donne beaucoup de mal sur le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui par hasard est votre neveu. Alors, il a pris en main la formation des rabbins et sur 2 plans, il a fait une innovation. Premièrement, vers le monde judéo-chrétien, l'enseignement qui n'était jamais donné. Oui. Actuellement, c'est le grand rabbin Nezri, qui est professeur de Bible au séminaire, qui parle beaucoup des textes chrétiens pour les initier un peu, pour que quand ils viennent dans une communauté, quand ils seront aux côtés d'un pasteur et d'un prêtre, ils sachent de quoi il s'agit. Alors, cette formation. Les initier au Coran aussi, non? Oui, on pourrait, mais ça, je ne crois pas que ça sera pour l'immédiat. Et la deuxième partie, c'est le côté israélien. Alors, on a l'avantage, une fois par mois, et ce, je trouve que c'est très important, le Rav Shaul David Bochko vient leur donner toute une journée de shiurim, et lui, on ne peut pas le dénigrer au niveau de son sionisme, et au contraire, il apporte beaucoup aux élèves. Et il se laisse influencés par l'enseignement qu'ils reçoivent de cette manière. Bon, à part ça, ils ont évidemment des textes de pensée juive qui sont dispensés par le rabbin Claude Sultan. Ben là, on aborde tous les textes traditionnels, que ce soit Sadia Gaon ou que ce soit Yehuda Halevi ou les plus modernes. Et il y a aussi quelque chose de nouveau, ben, il faut en parler, un enseignement spécifique qui est fait par Philippe Landau sur la Shoah. Ils ont 1 heure par semaine d'enseignement sur la Shoah et ça fait partie de l'examen d'histoire qu'ils auront à présenter en fin d'études. Mais aujourd'hui, et je veux... Non, il y a un panel très large. Voilà, oui, mais je veux revenir au niveau, au niveau de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a peut-être dans la communauté moins besoin de rabbins que dans le passé, moins besoin de rabbins que dans les années 60-70, lorsque la communauté s'est renforcée? Alors, on a toujours besoin de rabbins. Oui. Il y a des communautés qui ne sont plus tellement en mesure de payer un rabbin. Oui. Alors, il faut ou que le rabbin ait des diplômes et qu'il puisse aller enseigner dans une école juive,
avec de bonne qualité, un enseignement de bonne qualité, où très souvent, quand il a une épouse, elle travaille aussi, pour arriver à arrondir les fins de mois. Les grandes communautés arrivent encore à payer correctement un rabbin. On ne s'enrichit pas. Oui. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que beaucoup de communautés s'adaptent au fait qu'ils peuvent faire appel à des rabbins de formation Chabad. Ah oui. Et dans la formation Chabad, on ne regarde pas l'argent. Je ne sais pas comment les jeunes rabbins vivent. J'en connais un à Bordeaux. Oui. Il a à peine une communauté, mais il reste à Bordeaux et il fait du travail vraiment de Kirouv, peut-on dire. Et c'est le cas dans beaucoup de communautés. Alors, nouveauté, certains éléments Chabad veulent avoir leur diplôme rabbinique. Nous avons 2 ou 3 cas. Voilà, ça, c'est peut-être une nouvelle voie à bonne explorer. chose. Elle est bonne, à condition naturellement qu'au départ, les jeunes aient quand même un minimum de bagages. Le grand rabbin Olivier était désespéré d'avoir un jeune qui n'avait été que jusqu'à la 4e, et même pas le niveau du bac, il n'a rien, donc on ne peut pas le garder. Alors, une dernière question, monsieur le grand rabbin. Nous sommes en Israël et j'aimerais avoir votre avis sur le regard que vous portez, vous, sur cette réalité israélienne qui semble tout à fait complexe, avec tous les débats qui sont aujourd'hui d'actualité. Hein. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la loi sur l'État-nation, de la loi sur la GPA, sur toutes sortes de lois qui peuvent être le reflet d'une véritable scission ou de véritable clivage dans la société israélienne. Quel regard vous portez de l'extérieur, d'une certaine manière, même si, comme vous nous l'avez dit, vous avez une nombreuse famille Bli Ayin Hara en Israël. Quel regard vous portez de l'extérieur sur cet État d'Israël, dont vous avez pu suivre le cheminement et la progression depuis l'indépendance, depuis la création. Et d'ailleurs, à ce moment-là, si mes parents ne m'en avaient pas empêché, que j'aurais probablement fait mon alia, mais je ne serais pas devenu rabbin, ou pas devenu grand rabbin de Paris, peu importe. Moi, mon regard que je porte, je vais vous dire, il est dicté par un principe. Oreh betuv Yerushalayim. Il faut toujours voir les bonnes choses dans Jérusalem et en Israël. Je me hasarderai pas à critiquer la politique de l'État d'Israël, ce que font les dirigeants. Ils le font bien. Et il y a des ratés parfois. Il y a eu des problèmes au moment des guerres. Est-ce qu'elle était bien préparée? Bon, mais je ne peux pas porter de jugement. Je ne suis pas spécialiste de ces questions. Par contre, par rapport à la société israélienne. À la société israélienne, vous savez, elle est composée de différentes strates. Il y a une communauté tout à fait libérale qui ne veut même pas penser trop à la religion. Il y a une grande partie qui est quand même fidèle à la religion, au moins à certaines traditions, je dirais même 80% les traditionnels. Qui font un peu, ils font Pessah, ils font Kippour, ils font un peu. Et puis, bon, il y a une frange qui est celle de Bnei Brak ou d'ailleurs, qui, vous voyez avec les extrémistes de Jérusalem, du Peleg Yerushalmi, qu'on appelle ainsi, dirigés par le Rav Auerbach, qui ne veulent pas même s'inscrire pour être dispensés du service militaire. C'est une erreur. Ils n'ont qu'à aller s'inscrire. Et puis, écoutez, quand Ben Gurion avait accepté cette loi, c'est qu'il y avait 4000 Bachourei Yeshiva. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, il faut quand même qu'ils prennent leur part du fardeau national. Moi, j'ai eu des petits-fils qui ont tous fait leur service militaire ici en Israël, même ceux venant de France sans leurs parents. C'est des Chayalim Bodedim. Eh bien, ils se sont mis, parce que pour nous, il n'est pas question d'échapper aux lois du pays. Comme moi, j'ai fait mon service militaire en France à l'époque où il était obligatoire, comme un certain nombre de mes camarades et de mes collègues. Donc, je porte un regard un peu mitigé. Alors, les problèmes de société, je vais vous dire, j'ai eu à les affronter, puisque récemment, d'ailleurs, on m'avait fait parler à Paris, l'émission de Josie Eisenberg, après son décès, malheureusement, Michael Azoulay m'avait invité à venir parler des greffes. Tous les problèmes que cela pose. Les greffes d'organes, les dons d'organes. Et naturellement, je me suis aussi penché vers ce qui se faisait en Israël. J'ai vu qu'il y a ici, notamment à Shaare Zedek, un collège
composé de médecins de différentes branches Sur l'éthique et d'un médicale. rabbin pour l'éthique médicale. Et j'ai dit, ça, c'est une bonne chose. Et il faut pas non plus aller vers n'importe quoi. Alors, maintenant, Israël a adopté la loi sur l'avortement. Elle adopte la loi. Alors, maintenant, le nouveau chok, comment on dit ça? La ponte des caoutes. Non, le chok Amdina. Alors, le Rock Yesod. Le chok Yesod, personne n'y touche. Oui. On s'y tient. Et maintenant, on a ajouté, c'est donc le dernier. La Rock, oui, sur l'État-nation. L'État-nation. Oui. Alors, encore une fois, je ne suis pas israélien, mais je dis, cette loi, elle peut être bonne pour préserver l'avenir du peuple d'Israël en tant que peuple juif et démocratique, mais à condition de n'exclure personne. Oui. Donc, il faut trouver une formule qui soit même marquée dans la loi, alors là où je ne suis pas d'accord qu'on ait supprimé la langue arabe comme deuxième langue, vous savez, vous allez au Canada, il y a la langue française et la langue anglaise. Oui. Ça ne gêne personne d'être canadien avec deux langues. Vous allez dans d'autres pays, c'est également du bilinguisme. Vous avez la Suisse qui est trilingue, parce que vous avez l'allemand, le français et l'italien. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient ajouter, sinon exclure une frange, notamment les Druzes qui ont apporté leur sacrifice dans l'armée d'Israël. Alors, je dis que du point de vue éthique, c'est Avla. C'est vraiment un mauvais coup qu'on leur porte. De ce point de vue-là, je me permets de critiquer. Alors, monsieur le grand rabbin, je voudrais vous remercier de nous avoir, en tout cas, éclairé de votre réflexion à la fois sur cette communauté juive de France qui vous est si chère, et à la fois sur cet État d'Israël qui vous est aussi cher et auquel vous êtes très attaché. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio ici à Jérusalem, et on vous souhaite toujours beaucoup de santé, et beaucoup de vous continuer à vous voir aussi dynamique et actif pendant de longues années. Merci. Autour de votre famille, et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et de Paris, je vous regarde. Je suis les émissions. Eh bien, continuez. Merci beaucoup.